La pierre noire par Robert E. Howard. La première fois que je lus quelque chose à ce sujet, ce fut dans l'étrange ouvrage de von Junst, un Allemand excentrique qui mena une existence très curieuse et mourut d'une manière aussi affreuse que mystérieuse. J'eus la chance d'avoir accès à son Unausprechlichen Kulten, dans l'édition originale, connu aussi sous le nom de Livre Noir, publié à Düsseldorf en 1839, peu de temps après qu'un sort funeste ne se fût acharné sur l'auteur. Les amateurs de livres rares connaissent bien le Unausprechlichen Kulten, grâce surtout à la traduction pauvre et inexacte parue à Londres chez Bradwell en 1845, et à la version soigneusement expurgée qu'en a donnée la Golden Goblin Press de New York en 1909. Le volume que j'avais découvert par hasard était l'un des exemplaires allemands intégraux, habillé d'une épaisse reliure de cuir et de fermoirs de fer rouillés. Je doute qu'il en existe plus d'une demi-douzaine de semblables à travers le monde, car il n'avait pas fait l'objet d'un grand tirage. En outre, lorsque la manière dont l'auteur avait disparu fut ébruitée, bien des possesseurs de l'ouvrage, pris de panique, le brûlèrent. Von Junst avait passé toute sa vie, entre 1795 et 1840, à explorer des sujets interdits. Il avait voyagé dans toutes les parties du monde, obtenu l'affiliation à d'innombrables sociétés secrètes, lu des quantités d'ouvrages et de manuscrits ésotériques peu connus. Aussi trouve-t-on dans les chapitres de son livre noir, tantôt remarquables pour leur étonnante clarté d'exposition, et tantôt obscurcis par les ambiguïtés, des affirmations et des allusions bien propres à glacer le sang de l'homme qui s'y appesantit. Le fait de lire ce que von Junst a osé laisser imprimer fait naître des spéculations inquiètes quant à ce qu'il n'a pas osé dire. Quelles pouvaient bien être, par exemple, les sombres questions débattues dans les pages découvertes d'une écriture serrée du manuscrit inédit sur lequel travaillait von Junst depuis des mois et qui gisait déchiré, éparpillé sur le plancher de la pièce fermée à clé et verrouillée où on devait le retrouver mort, des traces de griffes sur la gorge. On ne le saura jamais, car l'ami le plus intime de l'auteur, le français Alexis Lado, après avoir passé toute une nuit à reconstituer ces fragments, puis à les lire, les réduisit en cendres et se trancha la gorge avec un rasoir. Le contenu de ce qui avait été publié fait pourtant déjà frissonner, même si on accepte l'opinion commune selon laquelle il ne s'agit que de l'expression du délire d'un fou. C'est là, parmi bien des choses étranges, que je vis mentionner la pierre noire, ce curieux et sinistre monolithe qui se dresse dans les montagnes de Hongrie et autour duquel tant de légendes sont nées. Von Junst ne lui a pas accordé une très grande place. Pour l'essentiel, ses austères recherches concernent surtout les cultes ou les objets auxquels était vouée une sombre adoration, dont il soutient qu'ils subsistaient à son époque, mais il semble croire que la pierre noire aurait été le symbole de quelque ordre ou de quelque créature disparue et oubliée depuis des siècles. Il en parle pourtant comme l'une des clés, terme qu'il utilise souvent avec des implications diverses, et qui constitue, d'ailleurs, l'une des obscurités de son ouvrage. En outre, il fait brièvement allusion à de curieux spectacles auxquels on aurait pu assister près de ce monolithe, dans la nuit de la Saint-Jean. Il mentionne la théorie émise par Otto d'Ostmann, selon laquelle ce monolithe aurait été un vestige de l'invasion des Huns, érigé pour commémorer une victoire d'Attila sur les Goths. Von Junst contredit cette assertion, sans citer le moindre fait à l'appui de sa réfutation et se contente simplement de remarques qu'attribuer l'origine de la pierre noire aux Huns est aussi logique que de supposer que Guillaume le Conquérant a fait lever Stonehenge. Cette hypothèse, d'une très grande ancienneté, piqua énormément ma curiosité, et c'est avec quelques difficultés que je parvins à mettre la main sur un exemplaire rongé par les rats, tombant en poussière des vestiges des empires perdus de d'Ostmann. Je fus déçu de découvrir que d'Ostmann faisait allusion de manière encore plus brève que von Junst à la pierre noire, et qu'il lui suffisait de quelques lignes pour en parler comme d'un objet fabriqué, d'origine assez récente, si on le comparait aux ruines gréco-romaines de l'Asie mineure, son sujet d'étude favori. Il admettait son incapacité à comprendre les caractères à demi effacés gravés sur le monolithe, mais il les déclarait indubitablement mongoloïdes. Cependant, quoique la lecture de d'Ostmann m'ait peu renseigné, j'y trouvai la mention du nom du village le plus proche de la pierre noire, Strigoi Kavar. Nom inquiétant car il signifiait approximativement la ville aux sorcières. Un examen attentif des guides de voyage ne me fournit pas d'autres informations.
Strigoi Cavar, bien que je n'ai pu le découvrir sur aucune carte, était situé dans une région écartée, peu fréquentée, loin des routes suivies habituellement par les touristes. Je trouvais cependant matière à réflexion en parcourant le folklore magyar de Dornley. Dans un chapitre consacré au mythe de Rêve, il mentionne l'existence de la pierre noire et rapporte quelques-unes des curieuses superstitions qui la concernent. Surtout la croyance selon laquelle une personne s'endormant à proximité du monolithe serait ensuite hantée à jamais par de monstrueux cauchemars. Il cite aussi des récits de paysans au sujet de gens trop curieux qui auraient voulu aller contempler la pierre la nuit de la Saint-Jean et qui seraient morts, fous furieux, parce qu'ils y auraient vu quelque chose. Ce fut tout ce que je pus tirer de Dornley, mais mon intérêt en fut d'autant plus éveillé et je sentis que la pierre devait être enveloppée d'une aura nettement sinistre. La suggestion d'une antiquité suprême, l'allusion répétée à des événements surnaturels qui se seraient produits au cours de la nuit de la Saint-Jean, tout cela réveilla en moi quelque instinct endormi. Ainsi, devine-t-on, sans vraiment entendre, la rivière souterraine qui court dans la nuit. Soudain, je sentis qu'il existait une relation entre cette pierre et un certain poème étrange et fantastique qu'avait composé un poète démon, Justin Geoffrey, le peuple du monolithe. Des recherches m'apprirent que Geoffrey avait bien écrit ce poème au cours d'un voyage qu'il avait fait en Hongrie, et je ne doutais plus que la pierre noire n'eût été le monolithe auquel il avait fait allusion dans ses étranges vers. En relisant ces stances, je sentis une fois de plus ces troubles vagues et singuliers que provoquait en moi l'aiguillon du subconscient et que j'avais déjà remarqué quand j'avais commencé à me documenter sur la pierre. Comme je cherchais un endroit pour aller passer quelques jours de vacances, je pris une décision. J'allais partir pour Strigoi Cavar. Un train vétuste me transporta à Temesvar, pas trop loin de mon but. Et après 3 jours de chaos dans une diligence, j'atteignis ce petit village situé dans une vallée fertile, très haut, au cœur des montagnes couvertes de sapins. Le voyage lui-même fut sans histoire. Mais au cours de la première journée, nous passâmes devant l'ancien champ de bataille de Chomval, où un courageux chevalier des troupes polonaises et hongroises, le comte Boris Vladinov, avait opposé une résistance aussi brave qu'inutile aux hordes victorieuses de Soliman le Magnifique, en 1526, quand le Grand Turc avait balayé toute l'Europe orientale. Le cocher m'indiqua sur une colline proche un grand amoncellement de pierres sous lesquelles, disait-il, reposaient les os du courageux comte. Je me souvins d'un passage des guerres turques de Larsson. Après l'escarmouche, au cours de laquelle le comte avec sa petite armée avait fait reculer l'avant-garde turque, le comte se tenait sous le mur à demi délabré du vieux château de la colline, donnant des ordres quant à la disposition de ses forces. Quant à Ned lui apporta une petite boîte laquée qui avait été prise sur le corps d'un historien et chroniqueur turc de renom, Selim Bahadur, tombé au cours du combat. Le comte y prit un rouleau de parchemin et se mit à lire. Mais avant d'être allé bien loin dans sa lecture, il devint tout pâle, et sans dire un mot, replaça le parchemin dans sa boîte. Puis, glissa cette boîte sous son manteau. Au même instant, une batterie turque dissimulée ouvrit soudain le feu et comme les boulets frappaient le vieux château, les Hongrois furent horrifiés d'en voir les murs s'écrouler et ensevelir le courageux comte. Sans chef, la valeureuse petite armée fut taillée en pièces, et comme au cours des années qui suivirent, la guerre fit rage dans tout le pays. Personne ne vint jamais rechercher les restes du gentilhomme. Aujourd'hui encore, les gens du pays montrèrent que Chomval, un énorme tas de ruines qui tombe en poussière et sous lequel, affirme-t-il, repose tout ce que les siècles ont pu laisser du comte Boris Vladinov. Strigoi Cavar m'apparut comme un petit village assoupi, somnolent, qui faisait mentir, selon toute apparence, son sinistre nom. Un petit pays oublié que le progrès avait ignoré. Les maisons anciennes, les manières et les costumes plus surannés encore, tout était d'un autre siècle. Les gens étaient aimables, un peu curieux mais non point indiscrets, bien que les visiteurs venus du monde extérieur eussent été extrêmement rares. Il y a 10 ans, un autre Américain est venu ici et a passé plusieurs jours dans notre village, me dit le patron de l'auberge où j'étais descendu. C'était un jeune homme à l'allure un peu bizarre. Il se parlait tout seul. Un poète, je pense. Je compris qu'il faisait sans doute allusion à Justin Geoffrey. Oui, c'était un poète, répondis-je. Et il a composé un poème sur un paysage qu'il avait remarqué non loin de ce village. Vraiment ? L'intérêt de l'aubergiste s'était éveillé. Eh bien, comme tous les grands poètes ont de bizarres façons de parler et de se comporter, il est certainement devenu très célèbre,
car son comportement et son langage étaient plus étranges que ceux de n'importe quel homme que j'ai jamais rencontré. « Comme il arrive très souvent avec les artistes, répliquai-je, il a surtout été reconnu après sa mort. »« Il est donc mort. »« Il est mort en poussant des hurlements, dans un asile, il y a 5 ans. »« C'est bien malheureux, soupira mon hôte avec sympathie. « Pauvre garçon, il avait regardé trop longtemps la pierre noire. » Le cœur me manqua. Mais je dissimulai la vivacité de mon intérêt et dis, sans avoir l'air d'y toucher, « J'ai entendu parler de cette pierre noire. Elle se trouve quelque part près de ce village, n'est-ce pas ?»« Plus près que les chrétiens ne le souhaiteraient, » me répondit-il. « Regardez. » Il m'entraîna jusqu'à une fenêtre à losange et m'indiqua les pentes couvertes de sapins des sombres montagnes bleues. « C'est là que se dresse cette maudite pierre, derrière le point où vous apercevez cette paroi nue d'un éperon. Plutôt ciel qu'elle fut réduite en poussière et cette poussière jetée dans le Danube pour qu'elle soit emportée jusqu'à la mer la plus profonde. Jadis, des hommes ont tenté de la détruire, mais tous ceux qui ont porté un marteau ou une masse contre elle ont mal fini. C'est pourquoi les gens l'évitent maintenant. Qu'a-t-elle donc de si malfaisant ? M'enquis-je, curieux. C'est une chose hantée par le démon, répondit-il. Dans mon enfance, j'ai connu un jeune homme qui venait d'en bas et qui se moquait de nos traditions. Téméraire comme il l'était, il alla jusqu'à la pierre par une nuit de la Saint-Jean. Mais quand il revint à l'aube en titubant, il était frappé de mutisme et de folie. Quelque chose avait dû lui ébranler le cerveau et lui sceller les lèvres, car jusqu'au jour de sa mort, qui ne tarda guère, il n'ouvrit plus la bouche que pour proférer de terribles blasphèmes ou produire des sons inarticulés. Quand il était tout petit, mon propre neveu s'est perdu dans les montagnes et s'est endormi dans les bois, près de la pierre. Or maintenant, il est adulte. Il est torturé par des rêves si affreux qu'il lui arrive de pousser des cris atroces la nuit et de se réveiller trempé de sueur. Mais parlons d'autre chose, monsieur. Il n'est pas bon de trop s'appesantir sur ces questions-là. Je fis quelques remarques sur l'ancienneté évidente de l'auberge et il me répondit avec orgueil « Les fondations ont plus de 400 ans. La première maison a été la seule de tout le village à n'avoir pas brûlé de fond en comble quand les démons de Soliman sont passés par ces montagnes. On prétend que c'est ici, dans la maison qui s'élevait sur les fondations à l'époque, que l'écrivain Selim Bahadour s'était installé, tandis qu'il faisait ravager le pays alentour. J'appris alors que les habitants actuels de Strigokavar n'étaient pas les descendants des gens qui avaient vécu avant l'expédition turque de 1526. Victorieux, les Mahométans n'avaient laissé derrière eux aucun être vivant dans ce village. Hommes, femmes, enfants, ils avaient tout supprimé en un rouge holocauste de meurtre, laissant le pays silencieux et totalement désert sur des kilomètres. Les gens qui vivaient aujourd'hui à Strigokavar étaient les descendants des hardis colons qui avaient quitté d'autres vallées pour gagner les hauteurs et reconstruire ce village en ruine, une fois les Turcs repoussés. L'aubergiste ne paraissait pas conserver de grands ressentiments à propos de l'extermination des habitants primitifs, et j'appris que ses ancêtres des vallées inférieures avaient éprouvé plus de haine et d'aversion pour les montagnards que pour les Turcs. Il était assez vague quant aux causes de cette inimitié, mais disait que les premiers habitants de Strigokavar avaient, pour habitude, de lancer des expéditions secrètes vers les basses terres, afin d'y enlever des jeunes filles et des enfants. En outre, il prétendait qu'ils n'étaient pas du même sang que les gens de sa race. La solide souche originale magyare et slave se serait trouvée mêlée, par suite d'alliances fréquentes, à une lignée primitive et dégradée, jusqu'à ce que l'une et l'autre soient confondues en un amalgame fort déplaisant. Il ignorait tout à fait quels étaient ces indigènes, mais soutenait qu'il s'agissait de païens, qui avaient vécu dans ces montagnes depuis des temps immémoriaux, bien avant la venue des peuples conquérants. J'attachais peu d'importance à ce récit. Je n'y vis tout simplement qu'un parallèle à l'amalgame des tribus celtes et des hommes primitifs venus de la Méditerranée, amalgame qui s'était produit dans les collines de Galloway et qui avait eu pour résultat l'apparition d'une race mêlée, les Pictes, dont la place est si importante dans les légendes d'Écosse. Le temps a eu un curieux effet de changement de perspective sur le folklore, car les contes des Pictes se sont mêlés aux légendes d'une race mongoloïde plus ancienne, et, au bout d'un certain temps, on a vu attribuer aux Pictes l'apparence peu engageante des primitifs aux jambes courtes, dont l'individualité s'effaçait avant d'être oubliée, au fur et à mesure qu'on les racontait dans les récits des Pictes. De cette façon, pensais-je, on aurait sans doute pu faire remonter les attributs prétendus inhumains des premiers villageois de Strigokavar à des mythes plus anciens, tombés en désuétude, dont les héros étaient des envahisseurs huns et mongols. Le matin qui suivit mon arrivée, je demandai à mon hôte de m'indiquer le chemin, ce qu'il fit d'un air soucieux,
et je partis voir la pierre noire. 2 heures de marche sur les pentes couvertes de sapins m'amenèrent devant le rude escarpement de pierres vives qui saillait au flanc de la montagne. Un étroit sentier y grimpait en serpentant, et tout en le suivant, je contemplais la paisible vallée de Strigoi Cavar, qui paraissait somnolée, gardée de chaque côté par de grandes montagnes bleues. On n'apercevait ni construction, ni la moindre trace d'implantation humaine entre l'escarpement sur lequel je me trouvais et le village. Je vis un grand nombre de fermes éparpillées dans la vallée, mais tout avait été bâti au-delà de Strigoi Cavar. Quant au village lui-même, il paraissait se reculer autant qu'il le pouvait des sombres pentes qui masquaient la pierre noire. L'escarpement s'achevait au sommet par une sorte de plateau, couvert d'un bois épais. Je me frayais un chemin sur une courte distance, à travers une végétation dense, et débouchais sur une large clairière. Au centre de cette clairière se dressait la silhouette élancée, redoutable, d'une pierre noire. La forme en était octogonale, et elle mesurait quelque 5,50 m de haut sur 50 cm de large. Il était clair qu'elle avait été parfaitement polie jadis, mais elle était à présent sérieusement ébréchée, comme si on avait fait de sauvages efforts pour la battre. Les coups n'avaient pourtant réussi qu'à faire sauter de tout petits éclats et rendre illisibles des lettres qui avaient autrefois suivi une ligne en spirale qui l'enveloppait. Jusqu'à 3 mètres de haut, ces lettres étaient presque toutes détruites, si bien qu'il était été très difficile d'en définir la direction. Comme elles étaient plus nettes à partir de ce point, je me débrouillais pour grimper un peu afin de les examiner de plus près. Toutes étaient plus ou moins effacées, mais je puis affirmer qu'elles ne symbolisaient aucun langage dont on se souvienne aujourd'hui à la surface de la Terre. Tous les types de hiéroglyphes connus des chercheurs et des philologues me sont assez familiers, et je peux avancer avec certitude que ces caractères n'avaient rien de comparable avec ceux que j'avais pu lire ou dont j'avais entendu parler. Ce que j'avais vu, qui s'en approchait le plus, c'était quelques graffitis sur un rocher gigantesque aux proportions d'une étrange symétrie qui se dressait dans une vallée du Yucatan. Je me souviens que lorsque j'avais signalé ces marques à mon compagnon, un archéologue, il avait soutenu qu'elles étaient soit le fait des intempéries, soit l'œuvre d'un Indien désœuvré. Comme j'avais dit que ce rocher avait dû être à la base d'une colonne depuis longtemps disparue, il s'était contenté de rire, attirant mon attention sur les dimensions qui suggéraient, si l'on s'en tenait à n'importe quelle règle de symétrie architecturale, la construction d'une colonne de 300 mètres. Cela ne m'avait pourtant pas convaincu. Je ne dirais pas que les caractères de la pierre noire étaient semblables à ceux du rocher colossal du Yucatan, mais ceci évoquait cela. Quant à la matière du monolithe, elle me déroutait aussi. La roche qui le constituait était d'un noir sourdement brillant, et aux endroits où elle n'était ni entamée ni rugueuse, la surface donnait une curieuse illusion de semi-transparence. Je passai là la plus grande partie de la matinée, mais quand je repartis, j'étais perplexe. J'étais incapable de trouver le moindre lien entre la pierre et tout autre objet façonné laissé à travers le monde. C'était comme si le monolithe avait été dressé par des mains étrangères, en un âge lointain, hors de toute compétence humaine. Lorsque je regagnais le village, mon intérêt ne s'était nullement affaibli. Depuis que j'avais vu ce curieux monument, j'étais animé par un désir encore plus vif de poursuivre plus avant mes recherches et de tenter d'apprendre par quelles mains et dans quel but la pierre noire avait été érigée à une époque très reculée. J'allais trouver le neveu du tavernier et l'interroger au sujet de ses rêves. Mais bien que plein de bonne volonté, ses réponses restèrent vagues. Il en parlait volontiers, mais il était incapable de les décrire avec précision. Il avait souvent fait les mêmes rêves, et ceux-ci avaient une netteté hideuse sur le moment. Mais il n'avait laissé aucune impression marquante dans son esprit, une fois réveillé. Il ne lui en restait que le souvenir de cauchemars chaotiques, où d'immenses feux tourbillonnaient, lançant leur langue de flammes rougeoyantes et où un noir tambour ne cessait de battre. Il ne se remémorait clairement qu'une seule chose. Au cours de l'un de ses rêves, il avait vu la pierre noire, non pas dressée au flanc d'une montagne, mais comme une flèche surmontant un château noir de dimensions extraordinaires. Quant au reste des villageois, je les trouvais peu enclins à parler de la pierre, à l'exception de l'instituteur, un homme d'une culture surprenante, qui passait plus de temps à explorer le monde que n'importe lequel de ses concitoyens. Il fut très intéressé par ce que je lui racontais des remarques de von Nunst au sujet de la pierre, et donna chaudement raison à l'auteur allemand à propos de l'âge supposé du monolithe.
Il croyait qu'il y avait eu autrefois une colonie de sorciers dans les environs, et qu'il était possible que les tout premiers habitants eussent participé au culte de la fertilité qui avait menacé, un temps, les fondements de la civilisation européenne, donnant naissance aux histoires de sorcellerie. Il invoqua le nom même du village pour appuyer ce qu'il avançait. Ce dernier n'avait pas été baptisé Strigoi Kavar à l'origine, me déclara-t-il. Selon les légendes, les fondateurs l'avaient appelé Xutlan, qui était le nom autochtone du site sur lequel les premières constructions avaient été érigées bien des siècles auparavant. Ce renseignement éveilla une fois de plus en moi un indescriptible sentiment de malaise. Ce nom barbare ne suggérait pas le moindre lien avec les races scythes, slaves ou mongoles, dont le peuple de ces montagnes aurait dû descendre normalement. Que les Magyars et les Slaves des vallées inférieures aient considéré les habitants primitifs du village comme les adeptes d'un culte de sorcellerie était confirmé, souligna l'instituteur, par le nom qu'il lui avait donné, nom demeuré en usage même après que les premiers hommes qui s'y étaient fixés eurent été massacrés par les Turcs et le village reconstruit par des gens d'une race plus pure et plus saine. À son avis, les membres du culte n'avaient pas pu ériger ce monolithe, mais il était bien persuadé qu'ils le prenaient pour centre de leur activité, et il citait à l'appui de vagues légendes qui remontaient à une époque antérieure à l'invasion turque. Il avançait une théorie selon laquelle ces villageois dégénérés l'auraient utilisé comme une sorte d'autel sur lequel ils auraient offert des sacrifices humains, les victimes étant des jeunes filles et des bébés volés à ses propres ancêtres des basses vallées. Il faisait la part de l'exagération dans les récits mythiques d'événements bizarres survenus pendant la nuit de la Saint-Jean, de même que dans une curieuse légende concernant une étrange déité que le peuple sorcier de Xultlan aurait invoquée en psalmodiant et en usant de rituels sauvages, impliquant flagellation et mise à mort. Il n'était jamais allé jusqu'à la pierre la nuit de la Saint-Jean, disait-il, mais il n'aurait pas craint de le faire. Ce qui aurait pu se produire en ce lieu dans le passé s'était depuis longtemps perdu dans les brumes du temps et de l'oubli. La pierre noire avait perdu le sens qu'elle avait eu, et n'était plus qu'un trait d'union avec un passé mort et dénué d'intérêt. Ce fut au retour, un soir d'une visite que j'avais faite à ce maître d'école, une semaine environ après mon arrivée à Strigoi Kavar, que je me rappelai soudain que c'était la nuit de la Saint-Jean. La nuit même à laquelle les légendes associaient tant de sous-entendus sinistres autour de la pierre noire. Je m'éloignai de la taverne et traversai à grands pas le village. Le silence régnait dans Strigoi Kavar. Les villageois se retiraient de bonne heure. Je ne rencontrai personne tandis que je sortis rapidement du village et montai entre les sapins qui masquaient les flancs de la montagne, laissant filtrer une étrange lumière et soulignant de noir toutes les ombres. Nul vent ne soufflait dans les sapins, mais un bruissement et un murmure mystérieux, intangible, étaient perceptibles au loin. Assurément, par de telles nuits, en des siècles passés, me soufflait mon imagination fantasque, des sorcières, nues, chevauchant leurs balais magiques, avaient dû survoler cette vallée, poursuivies par les moqueries des démons familiers. Je parvins aux escarpements et fus un peu surpris de remarquer que la clarté trompeuse de la lune leur donnait une apparence subtile que je n'avais pas notée auparavant. Dans cette curieuse lumière, ils paraissaient moins éperons naturels que ruines et remparts cyclopéens et titanesques, jaillis de la pente de la montagne. Je m'arrachai avec difficulté à cette hallucination, et ayant atteint le plateau, j'hésitai un instant avant de m'engouffrer dans l'obscurité inquiétante des bois. Bien qu'il n'y eût pas le moindre souffle, une sorte de tension régnait au-dessus des ombres, comme si un monstre invisible avait retenu sa respiration, de crainte d'effaroucher sa proie et de la mettre en fuite. Je repoussai cette sensation, bien naturelle, à considérer l'étrangeté de ce lieu et sa réputation défavorable, et me frayai un chemin à travers bois. J'eus pour la première fois l'impression très déplaisante d'être suivi, puis, m'étant arrêté un instant, je fus certain qu'une chose visqueuse et vacillante m'avait frôlé le visage dans l'obscurité. En sortant, je découvris la clairière, où le grand monolithe se dressait de toute sa hauteur, redoutable parmi les herbes. À l'orée du bois, du côté de l'escarpement, une pierre formait une sorte de siège naturel. Je m'y assis, en me disant que c'était sans doute à cet endroit que le poète dément Justin Geoffrey avait composé son extraordinaire Peuple du monolithe. L'aubergiste pensait que la vue de la pierre avait fait naître un déséquilibre chez Geoffrey. Mais les germes de la folie avaient commencé à se développer dans le cerveau du poète bien longtemps avant qu'il ne soit venu à Strigoi Kavar.
Un coup d'œil jeté sur ma montre me révéla que minuit approchait. Je me collai sur mon siège en attendant que les spectres, quelle que soit leur nature, se manifestent devant moi. Une légère brise nocturne se leva entre les branches des sapins, accompagnée du murmure inquiétant de fifres lointains et invisibles, jouant en sourdine un air fantastique et funeste. La monotonie des sons, la fixité avec laquelle je contemplais le monolithe provoquèrent chez moi une sorte d'hypnose. Je m'assoupis. Je luttais contre cette somnolence, mais le sommeil me gagna pourtant. Le monolithe parut se balancer, danser, se déformer étrangement sous mon regard. Puis je m'endormis. Je rouvris les yeux et tentai de me relever, mais y renonçai aussitôt, car une poigne glaciale paraissait s'être posée sur moi et m'avoir réduit à l'impuissance. Une grande frayeur s'empara de moi. La clairière n'était plus déserte. Une foule silencieuse, étrange, s'y pressait, et mes yeux écarquillés relevaient certains détails bizarres, barbares de leurs costumes, que ma raison me disait être archaïques et depuis longtemps oubliés, même dans ce pays arriéré. Il s'agissait probablement, pensai-je, de villageois qui étaient venus là pour tenir une assemblée extraordinaire, mais un second coup d'œil me révéla que ces gens n'étaient pas des habitants de Strigoi-Cavar. Ils appartenaient à une race dont la taille était plus ramassée et plus trapue, au front plus bas, au visage plus large, à l'expression plus fermée. Certains avaient des traits slaves ou magyars, mais ces traits étaient dégradés, comme s'ils avaient subi l'influence d'un métissage avec un sang étranger, plus grossier que je ne reconnaissais pas. Un grand nombre portait des peaux de bêtes sauvages, et l'apparence générale, tant chez les hommes que chez les femmes, avait un côté bestial et sensuel. Ils me terrifiaient et me répugnaient, mais ils ne me prêtaient aucune attention. Ils formèrent bientôt un vaste demi-cercle devant le monolithe et attaquèrent une sorte de mélopée. Puis ils se jetèrent tous les bras en l'air et agitèrent leurs torses de façon rythmée. Tous les regards étaient tournés vers le sommet de la pierre, qu'ils paraissaient invoquer. Ce qu'il y avait de plus curieux pourtant, c'était la faiblesse de leur voix. Il était clair qu'au moins de 50 mètres de moi, des centaines d'hommes et de femmes entonnaient une mélopée sauvage, et pourtant, leur voix me parvenait comme un léger et indistinct murmure, comme si elles avaient traversé d'immenses étendues à travers l'espace ou le temps. Devant le monolithe, une sorte de brasier brûlait, et il s'en élevait les tourbillons d'une abominable et nauséabonde fumée jaune qui allait curieusement s'enrouler en spirale ondoyante autour de la flèche noire, comme un reptile énorme et incertain. 2 silhouettes étaient allongées à côté du brasier. Une jeune fille, toute nue, pieds et poings liés, et un bébé qui n'avait apparemment que quelques mois. De l'autre côté du feu, une sorcière vieille et hideuse était accroupie, un tambour noir de forme bizarre posé sur les genoux. Elle battait ce tambour de lents et légers coups de ses paumes ouvertes, et je n'en pouvais percevoir le son. Le rythme des corps qui se balançaient s'accéléra, et dans l'espace qui séparait la foule du monolithe, une jeune femme nue s'élança, les yeux brillants, sa longue chevelure noire flottant au vent. Tournoyant jusqu'au vertige sur la pointe des pieds, elle pirouetta à travers l'espace libre, puis alla se jeter par terre devant la pierre, où elle demeura prostrée. L'instant d'après, une silhouette fantastique suivit la sienne. Une peau de chèvre autour des reins, c'était un homme dont le visage était entièrement caché par une énorme tête de loup qui lui servait de masque et lui donnait l'apparence d'un être monstrueux sorti d'un cauchemar, d'un horrible rejeton, mi-homme, mi-bête. Il tenait un faisceau de longues et minces branches de sapin liées ensemble à la base, et la lumière de la lune se reflétait sur une chaîne d'or lourd passée autour de son cou. Une chaîne plus mince, reliée à la première, semblait appeler la présence d'un pendentif, mais ce dernier manquait. Les participants secouèrent leurs bras avec violence et leurs cris parurent redoubler au moment où cette créature grotesque se jeta dans l'espace découvert, faisant des bonds et des cabrioles tout à fait extraordinaires. Lorsqu'il parvint près de la femme étendue devant le monolithe, il se mit à la cingler à l'aide des verges qu'il portait, tandis qu'elle se relevait d'un bond et se lançait en virevoltant dans la suite sauvage et complexe des figures de la danse la plus inimaginable que j'ai jamais vue. Quant à son tortionnaire, il dansa avec elle, maintenant le même rythme sauvage suivant chacune de ses pirouettes
et chacun de ses sauts tout en faisant pleuvoir sans relâche des coups cruels sur son corps nu. À chaque coup, en outre, il criait un mot unique, qu'il répétait encore et encore, et que toute l'assistance reprenait à son tour. Je voyais le mouvement de leurs lèvres. Le léger et lointain murmure de chacune de leurs voix se fondait, fusionnait en un cri, lancé à distance, puis se répétait maintes et maintes fois en une extase sans mesure. Et ce qu'était ce mot unique, je ne pouvais le distinguer. Les sauvages danseurs, vertigineux, pirouettaient, et les spectateurs, balançant le buste, suivaient toujours sur place, bras entrelacés, le rythme de la danse. La démence croissait dans les yeux de l'adoratrice aux entrechats et trouvait un reflet dans les yeux de ceux qui l'observaient. La frénésie tourbillonnante de cette folle danse devint la plus farouche et plus extravagante. Elle prit un caractère bestial, obscène, et la vieille sorcière se mit à hurler, à battre son tambour comme un être à l'esprit dérangé, et les verges sifflèrent un air démoniaque. Le sang coulait le long des membres de la danseuse, mais elle ne paraissait ressentir la flagellation que comme une incitation à se surpasser plus encore dans son outrageux déplacement. Bondissant au centre de la fumée jaune, qui lançait à présent de fins tentacules pour enserrer les deux silhouettes, elle parut se fondre dans ce brouillard fétide, puis s'envoiler. Soudain, émergeant à la vue de tous avec, sur les talons, la créature bête qui la cinglait, elle se lança dans une indescriptible, une explosive poussée de mouvements dynamiques et fous, puis, parvenue sur la crête de cette vague furieuse, elle s'abattit brutalement sur le pré, tremblante et essoufflée, comme si, après tant d'efforts frénétiques, son épuisement avait été complet. Les coups de fouet continuèrent à pleuvoir sans perdre de leur violence ou de leur intensité, et elle entreprit par une reptation sur le ventre de se rapprocher du monolithe. Le prêtre, c'est du moins le nom que je lui donnerais, la suivait toujours, frappant ce corps sans défense de toute la puissance de son bras, tandis qu'elle poursuivait en se contorsionnant, laissant sur la terre piétiner une large traînée de sang. Elle atteignit le monolithe, à bout de souffle, pantelante, l'encerclant de ses bras, puis couvrit la froide pierre de baisers passionnés et brûlants, en une adoration délirante et impie. Le prêtre grotesque fit un bond énorme dans l'air, rejetant les verges éclaboussées de sang. Et les fidèles, hurlant, écumants, se précipitèrent les uns les autres et s'attaquèrent avec les ongles et avec les dents, s'entre-déchirant chair et vêtements en une passion aveugle de bestialité. Le prêtre se saisit de l'enfant d'un large mouvement du bras et, criant à nouveau le nom, fit tournoyer au-dessus de sa tête le bébé vagissant avant de lui fracasser le crâne contre le monolithe et de laisser une tache horrible sur la sombre surface. Glacé d'horreur, je le vis éventrer le petit corps de ses doigts nus et barbares, puis asperger la flèche de sang, jeter la forme rouge et déchiquetée dans le brasier, et abattre ainsi flammes et fumée sous une pluie cramoisie, alors que derrière lui les brutes en folie hurlaient sans fin le nom. Brusquement, tous tombèrent prostrés et se contorsionnèrent comme des serpents, tandis que le prêtre lançait en l'air comme un triomphe ses mains sanglantes, largement ouvertes. J'ouvris la bouche pour hurler mon horreur, ma répugnance, mais seul un faible gémissement en sortit. Une énorme, une monstrueuse créature qui ressemblait à un crapaud était accroupie au sommet du monolithe. Je vis la silhouette boursouflée, répulsive, vacillante qui se découpait contre la lune, et enfoncée dans ce qui chez tout être normal aurait été la face, être des paupières clignotantes, des yeux immenses qui reflétaient la concupiscence, l'avidité bestiale, la cruauté obscène et la malfaisance monstrueuse les plus absolues qui aient jamais pu guetter les hommes depuis que leurs ancêtres s'étaient déplacés aveugles, la peau nue, dans la cime des arbres. Toutes les choses impies, tous les vils secrets qui dorment dans les cités sous-marines et fuient la lumière du jour dans l'obscurité des cavernes originelles se reflétaient dans ces yeux monstrueux. C'est ainsi donc que la créature effroyable qu'un rituel païen de cruauté, de sadisme et de sang avait évoquée dans le silence des collines, clignait des paupières et fixait d'un regard narquois et méchant ses adorateurs bestiaux, prosternés devant elle en une répugnante humilité. Le prêtre au masque animal prit alors dans ses mains brutales la jeune fille aux membres liés qui se débattait faiblement, et l'éleva vers l'horreur perchée sur le monolithe. Et comme la monstruosité lascive, baveuse, prenait une profonde inspiration, quelque chose céda en moi, et je succombai à une syncope miséricordieuse. J'ouvris les yeux sur une aube encore blanche.
Tous les événements de la nuit me revinrent brusquement en mémoire et je me dressai d'un bond en regardant autour de moi, stupéfait. Le monolithe se dressait, haut et silencieux, au-dessus de l'herbe de la prairie qui dansait, verte et infoulée, sous la brise du matin. En quelques enjambées rapides, je traversai la clairière. Ici, les danseurs avaient sauté et bondi jusqu'à ce que le sol eût été dénudé par leur piétinement. Là, l'adoratrice était contorsionnée dans sa pénible progression vers la pierre, arrosant la terre de son sang. Mais nulle goutte rouge n'apparaissait sur cette herbe vierge. J'examinais en frissonnant le côté du monolithe contre lequel le prêtre bestial avait défoncé le crâne du bébé volé, mais nulle marque sombre, nul sinistre caillot de sang n'y était visible. Un rêve. Cela n'avait été qu'un sauvage cauchemar, ou bien, je haussai les épaules, quelle netteté extraordinaire pour un rêve. Je regagnai le village en silence et pénétrai dans l'auberge sans avoir été vu. Et je demeurai là, à méditer sur les étranges événements de la nuit. J'étais de plus en plus enclin à repousser la théorie du rêve. Il était évident que ce que j'avais vu était une illusion et n'avait pas de substance matérielle. J'étais persuadé pourtant que j'avais contemplé l'ombre, le reflet d'une scène qui avait eu une atroce réalité en des temps fort lointains. Mais comment m'en assurer ? Quelle preuve pouvais-je découvrir pour montrer que la vision que j'avais eue avait été celle d'un rassemblement de spectres impurs, plutôt qu'un simple cauchemar issu de mon propre cerveau? Comme pour me fournir une réponse, un nom me traversa l'esprit, Selim Bahadur. Selon la légende, cet homme, soldat et chroniqueur, avait commandé un corps de l'armée de Soliman, celui qui avait dévasté Strigoi Cavar. Cela paraissait vraisemblable. Or, s'il en avait été ainsi, il avait dû aller tout droit de cette région anéantie au sanglant champ de bataille de Shomval, où il avait trouvé la mort. D'un bond, je me levai et poussai un cri. Le manuscrit pris sur le corps d'un Turc, celui qui avait fait frémir le comte Boris, n'aurait-il pu contenir une relation de ce que les Turcs conquérants avaient trouvé à Strigoi Cavar ? Par quoi les nerfs d'acier de l'aventurier polonais auraient-ils pu être ébranlés, sinon par cela ? Et comme nul n'était jamais venu rechercher les ossements du comte, quoi de plus vraisemblable que la boîte laquée avec son mystérieux contenu soit encore sous les ruines qui recouvraient Boris Vladinov ? Je bouclai mon sac de voyage avec une hâte fébrile. 3 jours plus tard, je me retrouvai installé dans un petit village à quelques kilomètres de l'ancien champ de bataille. Et quand la lune se leva, je venais d'attaquer avec une ardeur sauvage le grand tas de pierres qui se désagrégeait au sommet de la colline. C'était un travail épuisant. En y repensant aujourd'hui, je ne saurais dire comment je parvins à le mener à bien, encore que j'eusse peiné sans une pause depuis le moment où la lune s'était levée jusqu'à l'aube. Quand le soleil apparut, je défis les derniers morceaux de pierre et pus contempler les restes mortels du comte Boris Vladinov. Quelques pitoyables fragments d'os qui s'effritaient. Et puis, au milieu d'eux, broyé au point d'avoir tout à fait perdu sa forme originelle, une boîte que son couvercle laqué avait protégée à travers les siècles d'une complète décomposition. Je m'en saisis avec une impatience frénétique, remis en place quelques-unes des pierres sur les ossements et m'éloignai à la hâte. Je ne tenais pas, en effet, à être découvert par des paysans soupçonneux alors que j'aurais pu sembler profaner une sépulture. De retour dans ma maison d'auberge, j'ouvris la boîte et découvris un parchemin presque intact. Il y avait en outre quelque chose d'autre dans la boîte. Un petit objet plat, enveloppé dans de la soie. J'étais follement impatient de sonder les secrets de ces pages jaunies, mais la fatigue me l'interdit. Je n'avais presque pas dormi depuis que j'avais quitté Strigoi Cavar, et les terribles efforts que j'avais fournis au cours de la nuit précédente étaient venus à bout de ma résistance. Je fus contraint, malgré moi, de m'allonger sur le lit, et je ne m'éveillai pas avant le coucher du soleil. J'avalai un souper rapide, puis à la lumière tremblante d'une chandelle, je commençai à lire les caractères turcs bien dessinés qui couvraient le parchemin. Ce fut une entreprise difficile car je ne suis pas très versé dans cette langue, et le style archaïque du récit me déroutait. Mais tout en progressant laborieusement, un mot ici, une phrase là, une horreur croissante s'empara peu à peu de moi. J'appliquais farouchement toute mon énergie à cette tâche, et comme le récit s'éclairait pour moi et prenait forme, mon sang se glaça lentement dans mes veines, mes cheveux se hérissèrent et ma langue se colla au palais.
Tout ce qui se trouvait à l'extérieur de la pièce, pris à part la démence monstrueuse de ce manuscrit infernal et les bruits nocturnes des insectes et des habitants des bois, se changèrent en murmures affreux, en piétinements furtifs de goules horribles. Puis le souffle léger du vent de la nuit fit place au rire étouffé, obscène d'une créature malfaisante, exultant devant les âmes des hommes. Quand l'aube grise filtra enfin par la fenêtre grillagée, je reposai le manuscrit, pris l'objet et le dépouillai de sa petite enveloppe de soie. Tandis que je le fixais avec des yeux hagards, je compris que, eût-on douté de la véracité de ce terrible manuscrit, on aurait trouvé là une confirmation irréfutable de la réalité de toute cette affaire. Je reposai alors les 2 objets obscènes dans la boîte, et je ne voulus ni prendre du repos ni dormir, ni absorber la moindre chose avant que le coffret, les contenants n'aient été lestés de pierre et jetés au plus fort du courant du Danube qui, avec l'aide de Dieu, les aura emportés en enfer, d'où ils étaient sortis. Ce n'était donc pas un rêve que j'avais fait, la nuit de la Saint-Jean, dans les collines de Strigoi-Cavar. Il fallait se réjouir de ce que Justin Geoffrey ne se soit arrêté sur ce point qu'en plein jour et qu'il ait poursuivi sa route, car s'il avait dû jeter les yeux sur l'abominable assemblée, son cerveau se serait détraqué bien plus tôt. J'ignore d'ailleurs comment ma propre raison ne m'abandonna pas. Non, ce n'était pas un rêve. J'avais jeté les yeux sur un rite répugnant que des adorateurs depuis longtemps disparus étaient montés des enfers pour observer comme jadis. Des fantômes qui s'étaient inclinés devant un fantôme. Car l'enfer avait depuis longtemps réclamé leur dieu difforme. Longtemps, vestige d'un autre âge, propre à provoquer un transport au cerveau, il avait vécu dans ces collines, mais ses doigts obscènes ne cherchaient plus à enserrer les âmes des vivants, et son royaume n'était qu'un royaume de mort, peuplé simplement par les fantômes de ceux qui l'avaient servi au cours de sa vie et de la leur. Par quelle alchimie abominable, quelle sorcellerie athée les portes de l'enfer s'ouvrent-elles au cours de cette seule et mystérieuse nuit? Je ne le sais, mais il est de fait que je l'ai vu de mes yeux. Or je sais que ce ne sont pas des êtres humains que j'ai aperçus cette nuit-là, car le manuscrit rédigé avec soin par Selim Bahadur rapportait tout ce que lui et ses soldats avaient pu découvrir dans la vallée de Strigoi-Cavar. Je poursuivis donc ma lecture, où étaient relevées en détail les obscénités blasphématoires que la torture avait arrachées dans les hurlements aux lèvres des adorateurs. Et je lus aussi ce qu'il était dit de la caverne noire, menaçante, qui s'ouvrait haut dans les collines, où les Turcs horrifiés avaient cerné la monstrueuse créature boursouflée, gémissante, qui ressemblait à un crapaud, et comment ils l'avaient mise à mort par le feu, puis par un ancien acier, béni autrefois par Mahomet, puis par des incantations, enfin, qui étaient déjà antiques du temps où l'Arabie était jeune. Et la main sûre du vieux Sélim avait-elle elle-même tremblé lorsqu'il avait noté les hurlements de mort cataclysmiques, les hurlements qui ébranlèrent la terre et que poussa cette monstruosité qui n'était pas morte seule. Une dizaine de ses exécuteurs avaient en effet péri avec elle, en des circonstances dont Sélim ne voulait ou ne pouvait parler. Or, cette idole accroupie en or massif, enveloppée dans de la soie, était une image de la créature, et Sélim l'avait arrachée à la chaîne d'or qui encerclait le cou du grand prêtre au masque avant son exécution. Il est heureux que des Turcs aient promené sur cette odieuse vallée la torche et le glaive purificateur. Des spectacles tels que ceux qu'ont pu contempler ces montagnes sombres appartiennent à l'obscurité et aux abîmes des éons oubliés. Non, ce n'est pas la crainte de recevoir la créature crapaud qui, la nuit, me fait frissonner. Elle est enchaînée en enfer avec sa horde nauséeuse et ne recouvre la liberté que pour 1 heure au cours de la plus étrange des nuits de l'année, comme j'en ai été le témoin. Quant à ses adorateurs, il n'en demeure aucun. C'est bien plutôt de me rendre compte que de tels êtres ont pu autrefois s'apprêter à bondir comme des bêtes fauves sur les ânes des hommes qui me couvrent de sueur froide. Et j'ai peur de plonger plus avant dans les feuillets de l'abomination laissée par Von Junst, car maintenant je comprends son emploi répété du mot « clé ». Des clés pour les portes menant à l'extérieur, des chaînons reliant à un passé répugnant et, qui sait, à des sphères répugnantes du présent. Je comprends aussi pourquoi les escarpements ont l'air de remparts sous la lumière de la lune, pourquoi le neveu du tavernier hanté par les cauchemars a vu en rêve la pierre noire telle une flèche posée sur un château noir dont les proportions étaient cyclopéennes.
Si jamais les hommes entreprennent des fouilles dans ces montagnes, ils feront peut-être des découvertes incroyables sous ces pentes protectrices. En effet, la caverne où les Turcs avaient rejoint la chose n'était pas une véritable caverne, et je frémis en songeant au gouffre gigantesque d'éons qui sépare sans doute cet âge du temps où la terre était agitée de secousses, faisant lever comme une vague ces montagnes bleues qui, tout en se dressant, enfermaient dans leurs plis des choses inimaginables. Pourvu que nul homme ne cherche jamais à déraciner cette effroyable flèche que l'on nomme la pierre noire. Une clé. Oui, c'est bien une clé, symbole d'une horreur oubliée. Cette horreur s'est évanouie dans les limbes d'où elle était sortie, en rampant, repoussant dans l'aube noire de la terre. Et que penser des autres éventualités diaboliques auxquelles Von Junst a pu faire allusion? Que dire de la main monstrueuse qui, l'étranglant, lui avait arraché la vie? Depuis que j'ai lu ce qu'avait écrit Selim Bahadur, je ne puis plus rien mettre en doute de ce que j'avais trouvé dans le livre noir. L'homme n'a pas toujours été le maître de la terre, mais l'est-il à présent? Or, une pensée me hante. Si une entité aussi monstrueuse que le maître du monolithe est parvenue à survivre si longtemps après l'époque indiciblement lointaine qui était la sienne, quelles formes abominables peuvent se tenir cachées aujourd'hui encore en des recoins obscurs du monde?